commencer par vous remercier. Merci d'être là, merci d'être présent, de vous être déplacé jusqu'ici. Surtout que j'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous sortez d'une longue journée de travail. Travail qui occupe une bonne partie de nos vies, n'est-ce pas? Alors pour ceux qui sont venus pour se changer les idées, je vais parler travail. Peter Drucker disait que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Alors je vous pose la question ce soir. Quel est l'avenir que nous créons pour le travail? Imaginez un monde où des millions de personnes se lèvent le matin, chaque matin, pour aller à un travail qu'ils n'aiment pas. Ce n'est pas votre imagination, c'est la réalité. C'est notre réalité. Selon le dernier rapport de Gallup, seulement 7% des Français sont engagés dans leur travail. Seulement 7%. Au niveau mondial, on monte à 23%. Mais le manque d'engagement des employés dans le monde coûte à l'économie mondiale 8 800 milliards de dollars en perte de productivité. On va revenir à nos 7%. Vous allez me dire, mais tu as les 93% qui restent, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce que vous avez une idée? Dans les 93%, il y en a 74% qui sont en démission silencieuse. Vous avez entendu parler de la démission silencieuse? La démission silencieuse, c'est venir au travail sans conviction. La démission silencieuse, c'est venir avec l'intention de ne faire que le strict minimum. Et puis à ceux, alors si mes calculs sont bons, on est à 19% qui restent. Ceux-là sont activement désengagés. Ça veut dire qu'ils sont en sabotage. Ça veut dire qu'ils mènent des actions qui vont impacter la performance des équipes. Cette situation, nous avons commencé à l'accepter comme la norme. Les plus courageux vont changer de travail, vont démissionner et essayer de trouver de meilleures conditions ailleurs. Les plus audacieux vont lancer leur propre entreprise. Et si je vous disais qu'il y a une troisième voie? Vous avez entendu parler de l'entrepreneuriat, mais est-ce que vous connaissez l'intrapreneuriat? On va souvent résumer l'intrapreneuriat en disant qu'il s'agit d'entreprendre à l'intérieur d'une entreprise établie. Avec l'intrapreneuriat, vous faites le choix de rester pour transformer de l'intérieur au lieu de partir. Et parce que les exemples sont toujours plus parlants, je vais vous en donner deux. Mon premier exemple est chez Sony. Dans les années 80, il y a un ingénieur chez Sony qui s'appelle Ken Kutaragi, qui un soir s'agace d'entendre la qualité audio de la console de jeu de sa fille. Ben oui, Sony. Et Sony, justement, avec Philips, viennent de faire des avancées majeures avec le CD. Ce soir-là, Ken Kutaragi a eu l'idée de mettre en commun les savoir-faire de Sony et de Nintendo. Et pour améliorer l'expérience de jeu, créer une nouvelle console. Grâce à beaucoup de persévérance, parce que ça ne s'est pas fait en un an, ça s'est fait en plusieurs années, finalement Ken Kutaragi il a dû travailler pratiquement tout seul sur sa machine. Mais il a convaincu le PDG à un moment donné. Son invention a fini par propulser Sony sur le marché du jeu vidéo où il n'y était pas, avec la PlayStation. Mon deuxième exemple, c'est Google. Et oui, Google est reconnu comme étant l'une des premières, ce n'est pas forcément la première, mais c'est l'une des premières à avoir bénéficié des mécanismes de l'entrepreneuriat, avec sa règle des 20%. C'est-à-dire que les employés chez Google avaient le droit d'utiliser 20% de leur temps de travail
pour travailler sur un projet qui leur tient à cœur et qui allait servir les intérêts de Google. C'est dans ces conditions que Paul Betchett a eu l'idée d'utiliser la fonction de recherche du moteur de recherche de Google avec la messagerie. Et il y a eu beaucoup de réticences dans son équipe. Beaucoup de gens se sont opposés et ont dit « mais ça va nous tuer la boîte ». Heureusement, il a persévéré jusqu'à même obtenir le soutien de Larry Page et Sergey Brin, qui sont les cofondateurs de Google. Et c'est grâce à ça que le 1er avril 2024, on a eu Gmail. Les entreprises dans le monde se rendent de plus en plus compte des bénéfices de l'entrepreneuriat. Donc, ils créent des programmes d'entrepreneuriat. Un programme d'entrepreneuriat, c'est créer les conditions les plus favorables pour que des employés s'engagent et portent à leur initiative des activités innovantes et créatrices de valeur. J'ai étudié l'entrepreneuriat lorsque j'étais responsable de la sécurité des systèmes d'information à la CPS, la Caisse de prévoyance sociale en Polynésie française. Et c'est en étudiant l'entrepreneuriat que j'ai compris son paradoxe. Le paradoxe de l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut un cadre très solide, mais qu'à l'intérieur de ce cadre, c'est flexible. Alors, j'ai tenté ma chance. Et je me suis dit, et si j'utilisais ce cadre pour que, à l'intérieur, je puisse effacer ces règles du travail qui nous empêchent de nous engager et d'être motivés. Est-ce que je pouvais en créer d'autres? Alors, j'ai eu plus de chance que Ken Kutaragi et Paul Betchett, parce que j'ai pas eu à persévérer pendant des années. J'ai pu obtenir assez rapidement le soutien de la direction générale et du conseil d'administration. Donc, c'est dans l'année même qu'on a créé le programme d'entrepreneuriat Chrysalide. Chrysalide avec toute la belle métaphore de transformation qu'on peut imaginer. Et donc, on a voulu un moteur de Chrysalide sur la motivation, pas celui qu'on connaît. Dans son livre « La vérité sur ce qui nous motive », Daniel Pink décrit 3 systèmes d'exploitation de motivation. Motivation 1.0, on est motivé à faire certaines choses parce qu'on a des besoins physiologiques, des besoins biologiques auxquels il faut répondre. On le fait parce qu'on a faim, on le fait parce qu'on a soif, etc. Motivation 2.0, c'est un système qui est très répandu et qu'on utilise tout le temps, que vous connaissez très bien. C'est le système de la récompense et de la sanction, plus communément appelé le bâton et la carotte. Donc on a rejeté motivation 2.0. Daniel Pink décrit un 3e système d'exploitation qui repose sur les facteurs de motivation intrinsèques. Donc les études disent que l'humain sera plus heureux si il est indépendant, si son besoin d'autonomie est rempli. Il sera plus heureux si il apprend, s'il progresse. Il sera plus heureux si ça a du sens. Il a besoin de finalité. Donc avec ce moteur, il y a aussi des règles qu'on a voulu défaire. La première règle qu'on a voulu défaire, c'est celle de l'organisation hiérarchique et en stylo. Pas typique de la CPS, finalement. Alors pour défaire cette organisation, déjà, dans Chrysalide, il n'y a pas de chef. Quand on propose un projet, on perd son statut de chef, on fait partie d'une équipe. Pas n'importe quelle équipe, une équipe pluridisciplinaire. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des équipes d'entrepreneurs composées de 2 assistantes sociales, d'un analyste programmeur, d'un statisticien. Puis on a eu une autre équipe composée de la chef des moyens généraux, avec un ouvrier spécialisé et un analyste programmeur,
et une agent de la RH. Parce qu'on est convaincu que chacun peut apporter sa compétence spécifique. Donc on a vraiment essayé de mettre en place une culture de la collaboration et d'égalité. D'égalité pourquoi? Parce que l'appel à projet était ouvert à tous. Ensuite, en général, les programmes d'entrepreneuriat, ce sont des programmes de formation. Et le programme de formation de Chrysalide, parce qu'il a été ouvert à tous, a permis à des ouvriers spécialisés, à des agents de bureau, à des agents d'accueil, de profiter de formations qui d'habitude étaient réservées aux cadres. Chrysalide a été une école, beaucoup plus qu'un programme de formation. Pourquoi? Je vais vous poser la question. Je vais vous dire, quand j'étais à la CPS pour étudier l'entrepreneuriat, je suis retournée à l'école. Qui, autour de vous, dans votre entourage, parmi vos collègues, ont la chance de retourner à l'école? Ça a été une école parce qu'on a pu offrir une montée en compétences à des entrepreneurs sur des compétences qui vont bien au-delà des frontières de leur fonction, bien au-delà des frontières de leur métier. On avait un ouvrier spécialisé qui s'est mis à répondre à une épreuve orale. En soi, Chrysalide, il y avait un jour par semaine. Le matin, ils avaient cours, l'après-midi, ils avaient des travaux pratiques. Et le vendredi soir, ils avaient des devoirs à rendre. Ils avaient des épreuves orales, ils avaient des épreuves écrites. Enfin, quitte à défaire une culture, on va essayer de défaire celle de la perfection et du risque zéro. Ce qu'on a voulu dans le programme d'entrepreneuriat, les disciplines qui ont été enseignées, c'était le Lean Startup, le Design Thinking, la conduite du changement, qui sont justement des disciplines qui prônent les échecs répétés. Eh oui. En Lean, en Design Thinking, on prototype, on essaye, et plus on échoue, plus on gagne. Ça, c'est un peu l'entrepreneuriat aussi. Donc, on a essayé d'emmener cette culture au sein de la CPS. Pas facile comme culture. Même pour moi, ça a été compliqué. Parce que ces entrepreneurs, je les ai suivis, je les ai coachés. Et ils étaient 7 équipes au départ. À la fin du programme, ils étaient plus que 4. Mais ils étaient plus que 4 parce qu'il y avait un jury de sélection. Et oui. Donc, finalement, on a voulu que Chrysalide soit un vecteur de transformation. Une transformation collective, mais une transformation aussi individuelle. Les entrepreneurs, ils ont commencé à prendre sur leur temps personnel, au-delà de la journée qui était dédiée, dès les premières semaines, grâce à Motivation 3.0 et tous les paramètres que je viens de vous citer. Donc pour vous dire, ils ont commencé à rentrer plus tard du bureau, des fois à 20h. Et il y en a qui sont revenus travailler le week-end, le dimanche soir, jusqu'à 23h30. Chrysalide m'a mis dans une situation que je n'aurais jamais imaginée. Je n'arrivais plus à les arrêter de travailler. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces entrepreneurs ne sont pas restés par pression. Ils sont restés par passion. Finalement, je n'ai rien inventé quand on y pense. Parce que je me suis juste servi d'un cadre et d'une flexibilité à l'intérieur pour mettre en place des concepts de l'innovation managériale, de l'agilité organisationnelle, de l'intelligence collective, du leadership de soutien,
de la tolérance à l'échec, de la motivation, de l'engagement. Chrysalide aura été la démonstration qu'il est possible de permettre aux gens de venir au travail avec ambition et détermination, de leur permettre de se dépasser. Donc, finalement, si j'ai un message pour vous ce soir, ce serait le suivant. Ne soyez plus les victimes de règles du travail qui vous épuisent et vous démotivent. Refusez le désengagement, refusez la démission silencieuse, incarnez vos idées, transformez de l'intérieur. L'avenir nous appartient. C'est à nous de créer l'avenir du travail. Créer cet avenir, le forger, le construire, pour que l'engagement, l'épanouissement au travail ne soit plus l'exception, mais la règle. Merci.